Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire, ce deuxième webinaire de la journée, et le deuxième pour MT71, car c'est un nouveau moyen de communiquer dans le contexte d'épidémie, où les personnes ont des mobilités moins faciles, et c'est un outil qui est assez intéressant, car nous pourrons interagir à l'issue de la présentation pour recueillir vos éventuelles questions sur le sujet qui nous intéresse cet après-midi, donc les équipements de protection individuelle dans le cadre de cette épidémie de Covid-19. Donc, je vais changer. Je jongle sur deux ordinateurs, veuillez m'excuser un peu de... Donc le programme, en gros, c'est redonner du sens à la question des équipements de protection individuelle dans le cadre général de la sécurité et de voir quels équipements sont les plus adaptés finalement à vos situations particulières de travail et permettre aussi des échanges à l'issue de ce webinaire. Donc globalement, lorsque nous devons évaluer les risques professionnels, nous nous attachons d'abord à connaître le risque, à connaître le danger. Donc là, très rapidement, puisqu'on voit que les informations sont très fournies et détaillées sur cette maladie depuis le début de l'épidémie. Donc là, le risque, c'est d'être affecté par le Covid-19 et de devoir subir les pathologies, en tout cas les signes qui peuvent vous rendre inopérant vis-à-vis de vos activités professionnelles et avoir des implications aussi dans les entreprises qui vous emploient ou si vous êtes chef d'entreprise dans vos entreprises sur un risque pour la santé des entreprises. On voit que le contexte est déjà difficile d'un point de vue économique, organisationnel, mais l'absence d'un certain nombre de vos salariés pourrait générer aussi des problématiques de maintien de votre activité. Face à donc ces dangers, on sait maintenant de mieux en mieux, chaque jour, les informations s'actualisent, que les modes de transmission de ce virus sont de deux ordres. Le premier, c'est la transmission directe par des gouttelettes, des aérosols de fluide corporel, soit les écoulements nasaux, soit la salive, soit le mucus pulmonaire, qui peut être éjecté lors d'une toux, un éternuement, d'une manière assez puissante et sur une distance qui peut aller de 2, 3 ou 4 mètres. Le deuxième mode de contamination qui est tout aussi important à prendre en compte, c'est la contamination dite indirecte, c'est-à-dire le contact avec des mains souillées et l'application de ces mains sur les zones muqueuses du visage, c'est-à-dire les yeux, le nez ou la bouche. Donc ça, c'est un mode dit indirect, mais qui est tout aussi important de prendre en compte dans votre évaluation des risques. Et cette analyse de risque, en fait, a conduit à prendre les mesures que vous connaissez, puisque les messages d'information gouvernementaux sont très réguliers, sur la nécessité de respecter, de mettre en place et de respecter les gestes barrières, la distanciation sociale, minimum 1 mètre, voire 2 mètres, et également d'autres mesures, par exemple des équipements de protection individuelle, lorsque c'est nécessaire. Alors, quand est-ce que c'est nécessaire? Bien, ça, c'est vous êtes participant un peu généraliste, on est plus de 50, 46 très précisément, vous êtes 46 à suivre ce webinaire. Aujourd'hui, donc on ne peut pas donner des détails très précis. Par contre, la méthodologie pour les 46 secteurs d'activité que vous pouvez représenter est la même. C'est-à-dire que vous connaissez les 9 principes généraux de prévention, le document unique d'évaluation des risques, donc l'analyse par le dialogue social, l'identification des risques liés à votre activité. Donc c'est la même démarche, donc on évalue les risques et on les évite quand c'est possible. Donc c'est pour ça qu'il a été demandé de maximiser le télétravail ou en tout cas une autre forme d'organisation du travail pour éviter la présentielle qui pourrait générer des risques du fait de cette proximité des salariés sur un même lieu. Donc là, les 9 principes généraux de prévention que vous pouvez voir, en fait, c'est une démarche globale et utilisable pour tous les risques. Donc les équipements de protection individuelle qui nous intéressent aujourd'hui, on les voit arriver en 8e position. Donc encore une fois, les équipements de protection individuelle, c'est important, mais il est nécessaire avant d'analyser les risques, c'est-à-dire d'analyser finalement
votre activité concrète, réelle, voir dans quelles circonstances des risques peuvent être présents, et là, vous doter de mesures de prévention collectives et après individuelles. Donc les mesures de prévention individuelle avec les équipements de protection individuelle sont soumises aux mêmes règles que tous les équipements de protection individuelle. Donc là, nous avons repris les différents points importants que vous retrouverez également sur le lien de l'INRS qui est indiqué en bas. Nous allons mettre en ligne la présentation, où vous aurez aussi son contenu et tous les liens donc utiles. Donc là, bien sûr, la gratuité, l'individualisation des équipements, l'adéquation bien sûr avec le risque pour lequel ils doivent protéger, et aussi l'information et la formation des salariés, des utilisateurs, car ce ne suffit pas de donner des équipements de protection individuelle, bien sûr, il faut aussi savoir les mettre, les ajuster et aussi les retirer. Et ça, c'est des points très importants parce que on voit à l'usage que les personnes ne sont pas forcément très rigoureux dans les phases amont et aval d'utilisation, et ce sont surtout ces phases, ou souvent ces phases, qui peuvent finalement conduire à une contamination. Donc, en termes d'équipement de protection individuelle, vous savez que on parle beaucoup des masques. C'est vrai que l'actualité est changeante pratiquement jour après jour. On n'est pas ici pour, disons, discuter sur le contexte global de la mise à disposition de ces masques. On sait tous qu'il y a une forme de pénurie et que ces masques sont réservés pour certaines catégories professionnelles. Mais de quel masque parle-t-on? De quelle catégorie parle-t-on? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, au niveau des masques, on a deux types de masques normalisés. Donc, c'est des masques comme celui qui est emballé là, c'est un masque FFP2. Donc, F comme facial, FFP2, donc Filtration Facial Piece, pour ceux qui utilisent FFP sans vraiment savoir ce que ça veut dire. C'est un terme anglican qui veut dire pièce de filtration faciale. Le 1 à 3, c'est la qualité de filtration. On voit par exemple là sur un masque FFP2 que le bord d'étanchéité du masque, il est assez fin. Et là, vous avez un masque FFP3 où on voit que la membrane, pour le coup, est très plaquante, parce qu'un des risques des masques, c'est justement d'avoir été mal appliqué. On pense qu'on est protégé, mais cette membrane n'est pas totalement plaquée sur la peau et finalement, il peut y avoir des fuites. On a un autre type de masque dit normalisé, c'est le masque chirurgical. Donc là, c'est un masque d'hygiène, il a plusieurs noms. Il a une possibilité d'être maintenu sur le nez, donc bien appliqué pour limiter les problèmes d'étanchéité, mais il n'aura jamais l'étanchéité de ce type de masque qui est utilisé là pour le coup pour la filtration des aérosols, donc des particules en suspension dans l'air qui pourraient contenir éventuellement les virus. Celui-là, c'est un masque d'hygiène, il est là pour retenir les postillons, retenir les fluides corporels du nez ou de la bouche, et éviter aussi, et c'est très important quand on l'a vu avec la contamination indirecte, de se toucher de manière inconsciente les zones à risque du visage, c'est-à-dire les muqueuses du nez ou les muqueuses de la bouche. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, vous les mettez sur le chat, et après, nous, à l'issue de cette présentation, on va pouvoir faire la synthèse de toutes vos interrogations, et peut-être que les questions se croiseront, et donc on pourra y répondre de manière plus globale. Donc là, je continue sur la question des masques. C'est vrai que ça suscite beaucoup d'interrogations. Donc ici, vous avez... Oh, pardon, vous avez... Donc les questions, on les pose après, on les traitera juste après la présentation. Là, vous avez un troisième type de masque, je serais tenté de dire, ce sont les masques dits non normalisés. Donc vous avez vu les masques faits maison, il y a beaucoup de tutos qui circulent sur Internet pour fabriquer des masques avec des filtres à papier, des filtres à café ou d'autres éléments. Bien sûr, ça, c'est des masques qui ne peuvent pas du tout être normalisés, donc ils n'ont pas du tout la garantie des masques FFP2, c'est-à-dire de filtration. En revanche, ils ont un rôle de barrière, finalement, pour éviter que les postillons, là vous êtes protégé par la caméra, mais si mon interlocuteur était très près,
avec les fenêtres type P, on pourrait très bien imaginer une mise en suspension des postillons. Si j'avais une charge virale importante, par exemple en étant malade asymptomatique, c'est-à-dire être porteur sain mais sans symptômes, mais avec un risque de contamination, là pour le coup, le masque d'hygiène a son importance. C'est pour ça que l'AFNOR a décidé de normaliser ce type enfin en tout cas de faire une norme. Sur ces diapositives, on voit les différents types de masques et leur efficacité, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà en gros les masques. Alors bien sûr, dans leur utilisation, on doit toujours faire attention de respecter des procédures d'hygiène strictes pour la mise en place, que ce soit aussi bien un masque chirurgical qu'un masque FFP2 ou 3. Les risques de contamination dite indirecte avec les mains sales existent. Donc la première étape, c'est de se laver les mains et après de respecter la procédure de mise en place du masque qui est souvent ou qui est systématiquement indiquée dans la boîte du fabricant puisque la notice d'instruction de ce type de matériel est obligatoire. Lorsque vous l'avez en place sur le visage, il ne faut pas le toucher parce que vous risquez de contaminer vos mains. Lorsque vous respirez, en fait, le masque filtre les aérosols, en tout cas une partie des aérosols, et il peut y avoir un dépôt important d'aérosols sur la partie extérieure du masque. Et donc, quand vous le touchez, vous contaminez vos mains. Et après, si vous touchez d'autres parties ou des zones de contact partagées, vous allez risquer de contaminer aussi ces parties-là. Donc, toujours avoir une hygiène des mains vraiment irréprochable. Pour connaître les différents types de masques adaptés à votre activité, on a vu que les secteurs sont très variables. Ça va du secteur de la santé, le secteur médico-social, le secteur de l'entretien des jardins d'espaces verts, la médecine du travail, enfin tous ces éléments. Bien sûr, dans quelques minutes dans ce webinaire, on ne va pas traiter tous les cas. Par contre, vous pouvez aller rechercher de l'information et sur les sites gouvernementaux officiels, vous pouvez avoir ce type d'informations, comme par exemple là, un synoptique qui donne aux professionnels de la santé des conseils sur l'utilisation de tel ou tel type de masque en fonction de vos besoins. Nous pourrons aussi mettre en ligne, en accompagnement de cette présentation, d'autres liens qui peuvent être utiles sur vos aides au choix de tel ou tel masque. Par exemple, là, on voit que, bien sûr, lorsque un professionnel de santé est au contact d'une personne déclarée positive, ayant une charge virale importante, par exemple dans une chambre, un espace clos, il est là pour le coup important de mettre en place un masque de filtration de type FFP2 parce que les gouttelettes, les aérosols de fluide corporel pourraient contenir une charge virale importante qu'il est nécessaire de protéger. Pour les autres situations, bien sûr, faites votre analyse, évaluez les risques et mettez en place des mesures adaptées. Bien sûr, on est conscient qu'aujourd'hui, il y a une forme de pénurie, on ne vous l'apprend pas, et que, sans vouloir polémiquer, il est très clair qu'aujourd'hui, la mise en place des mesures barrières et de la distanciation sociale de minimum d'1 mètre, voire 2 mètres, les mesures d'hygiène, les mesures de ventilation des locaux clos, permettent tout à fait de se protéger du coronavirus. On sait que, par exemple, dans les familles qui ont malheureusement dû avoir un cas de coronavirus, la distanciation sociale permet de protéger la famille qui reste dans l'espace clos de la maison. Donc, encore une fois, il faut aussi remettre dans l'analyse de risque le diagnostic finalement du niveau de risque et de voir quelle mesure de prévention est adaptée à votre situation. On va passer aux gants. Donc voilà pour ce qu'on voulait vous dire pour les masques principalement. On pourra continuer de débattre lors des questions-réponses. Au niveau des gants de protection, donc là, quelle est l'utilité des gants? Et bien là aussi, c'est à l'usage. Il est clair que les recommandations indiquent qu'il est préférable de se laver régulièrement les mains avec de l'eau savonneuse ou des gels hydroalcooliques, en tout cas les dispositifs conseillés pour le nettoyage de mains, plutôt que de porter des gants. Parce que les gants peuvent vous donner une fausse idée de protection. Et si vous n'êtes pas très très rigoureux dans la mise en place, l'utilisation et le retrait des gants, vous risquez une contamination indirecte. Donc aujourd'hui, il est préférable, bien sûr, de se laver les mains régulièrement plutôt que de porter des gants. Bien, si vous êtes professionnel de santé, si vous êtes très exposé, bien sûr, ce n'est pas du tout les mêmes préconisations. Donc, encore une fois, là aussi, c'est votre diagnostic des risques, l'analyse des risques qui est important.
Nous, ce qu'on voulait vous dire au niveau des retraits et de la mise en place des gants, parce qu'on voit tout et son contraire hein, dans l'utilisation, c'est de faire très attention aux gestes que vous faites pour le retrait. Donc vous voyez ici, vous avez la main droite par exemple qui pince le gant au niveau du poignet, donc qui ne touche pas la peau et qui pose le gant au niveau du poignet pour pouvoir le retirer en toute sécurité. Et le deuxième gant, le premier gant se trouve dans la main du deuxième gant, et là on glisse les doigts entre la paume et le gant pour pouvoir retirer le deuxième gant par l'intérieur sans vous contaminer. Si vous voulez, on a une petite vidéo, on va pouvoir la passer, enfin, j'espère. J'essaye. On la mettra en ligne. Peut-être que le temps passe et on peut peut-être mettre plus de temps pour les questions-réponses que pour... voilà. Voilà pour les gants, encore une fois, c'est succinct, certes, mais c'est l'essentiel, c'est-à-dire privilégier les mains nues, nettoyer très régulièrement, mais bien sûr, si vous avez une exposition plus régulière, un risque de fuite corporelle, par exemple, si vous intervenez, vous êtes aide-soignant à domicile, vous intervenez chez une personne qui est positive au coronavirus, eh bien, pour faire des soins, là, vous pouvez en retirer les gants pour pouvoir assurer la sécurité, par exemple, pour vos autres bénéficiaires. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais encore une fois, c'est le diagnostic, l'analyse du risque que vous devez réaliser qui va vous permettre de déterminer la bonne protection à mettre en place. Donc les autres protections, ces protections, elles sont des écrans faciaux ou des lunettes. Donc ça, ces dispositifs sont très spécifiques. On reçoit régulièrement des questions, par exemple, dans des secteurs de la logistique, qui voudraient protéger les salariés avec un écran facial, mais rien d'autre. Là, non. En fait, l'écran facial, il est uniquement, ou les lunettes sont uniquement destinées à la protéger contre les projections de postillons, par exemple, dans les yeux. Hein, c'est un fluide corporel qui peut être chargé d'une charge virale importante et un postillon qui irait dans l'œil pourrait contaminer un soignant, par exemple. D'où la nécessité pour eux, quand la personne se rapproche d'une personne malade du coronavirus, de se protéger avec un écran facial. Mais il est toujours, et vous voyez ces deux photos d'exemple, ces écrans faciaux sont toujours accompagnés de masques, donc soit là pour le coup de masques chirurgicaux ou de masques FFP2 lorsque par exemple la chambre est utilisée par une personne reconnue malade du coronavirus. On a d'autres protections qui sont là pour éviter les contaminations, on va dire en chaîne, qui sont les surblouses, les charlottes et les surchaussures. Là aussi, c'est quand même du matériel qui est utilisé vraiment dans des secteurs spécifiques, qui sont les secteurs sanitaires et sociaux et les secteurs de la santé. Là aussi, pour ce type de protection, vous pouvez rechercher de l'information. Vous en avez beaucoup, et notamment sur ce site de travail-emploi-gouv.fr que vous connaissez peut-être déjà, où là, vous aurez une actualité très, très régulière sur les conduites à tenir en fonction des secteurs. Vous aurez aussi accès à des fiches conseils pour la mise en place de mesures de protection qui s'orientent encore aujourd'hui principalement sur les gestes barrières et sur la distanciation sociale, mais aussi on voit arriver des conseils de plus en plus de masques pour éviter, lorsqu'une promiscuité ne peut pas être empêchée sur les lieux de travail, éviter une contamination entre salariés. Voilà, en conclusion, c'était rapide, mais j'espère que j'ai été concis et clair. Et voilà les quelques conclusions. Donc, bien sûr, toujours respecter la démarche de prévention, la mettre en débat dans le cadre du dialogue social, identifier les besoins et y répondre en fonction, bien sûr, des équipements adaptés et faire attention surtout aux risques de contamination lorsque vous les mettez en place ou vous les retirez. Voilà, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Mes collègues sont là pour m'aider à faire la synthèse des différentes questions qu'il y aurait pu naître de cette présentation. Alors, on a une première question qui est les masques UNS2 sont-ils normalisés aussi? Alors nous, on est dans un secteur européen où on doit avoir des équipements de travail normalisés avec les normes CE. Alors par exemple, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais là sur le FP2, on a un petit logo CE. Très sincèrement, c'est les masques
qu'on doit utiliser chez nous. C'est vrai qu'on a on a souvent des normes américaines, là, parce qu'avec la pénurie de masques, on voit des filières d'approvisionnement un peu différentes. Nous, en tout cas, service de santé au travail, nous pouvons que conseiller des masques normalisés, c'est-à-dire qu'ils possèdent la normalisation CE, le petit logo CE, et c'est la norme également EN 149 qui est la norme pour les équipements de filtration des voies respiratoires. Pour les personnes en logistique, est-ce qu'un masque alternatif, par exemple tissu à 3 couches, peut être envisagé et peut être reconnu comme EPI? Alors, reconnu comme EPI, pas vraiment, parce que c'est une procédure qui est lourde. Hein. Par contre, vous avez vu dans la présentation, j'ai donné une référence de l'AFNOR. L'AFNOR a travaillé en amont pour justement, hein, il y a une rhétorique un peu de guerre, un climat de guerre, situation de guerre, on doit réagir comme d'une manière pas comme la situation qui était avant, et donc avoir une marge de tolérance par rapport à des masques entre guillemets faits maison. Alors ces masques, bien sûr, on va dire masques alternatifs, ils ont leur utilité. Vous n'allez pas vous protéger avec des masques alternatifs comme avec des masques FFP2 hein, ou des masques FFP3. Vous voyez, la membrane de protection et la qualité de filtration est normalisée pour que vous ayez une garantie. En revanche, ils vont pouvoir être, ils vont pouvoir avoir la même efficacité qu'un masque chirurgical, enfin la même efficacité, c'est-à-dire un masque de protection contre déjà la contamination éventuelle, hein, si vous êtes un porteur sain. Bien sûr, vous savez que si vous êtes fiévreux, si vous toussez, si vous avez les symptômes qu'on a décrits dans les premières diapos, il est de votre responsabilité de ne pas venir au travail, de ne pas contaminer vos collègues. Hein. Mais il se peut que vous soyez porteur sain. Et donc, le masque dit alternatif a cette fonction de pouvoir protéger les voies respiratoires contre finalement la projection des particules de fluide corporel, mais aussi, comme on l'a dit, pour pouvoir vous gratter le nez si vous en avez besoin sans vous contaminer. Voyez. Donc, il a une fonction, il a une utilité, il n'est pas en remplacement des équipements de protection individuelle dans le secteur sanitaire et social, par exemple, ou dans le secteur de l'hôpital. La norme AFNOR que vous avez pu voir en référence, mais dont on mettra peut-être aussi le document comme document ressource, vous donne le cadre général et l'utilisation. Et pour conclure sur peut-être ce type de masque et sur son utilité, vous suivez peut-être l'actualité hein, et aussi les retours d'expérience d'autres pays. C'est vrai que les masques dits alternatifs sont un élément finalement de maîtrise de la pandémie, ne font pas tout seul, mais en tout cas sont un des éléments de la maîtrise de la pandémie. Et il est mieux, en effet, lorsque vous êtes dans un environnement, on va dire, où la promiscuité est peut-être plus importante, et plus difficile à respecter les gestes de distanciation, où la désinfection, comme on a vu ce matin avec ma collègue Nathalie Carré, ne peut pas être tout à fait respecté à tout le temps, eh bien, en effet, il est intéressant pour le coup de porter un masque alternatif pour éviter les contaminations et les indirects. Une autre question peut-être? Alors, qu'en est-il des visières en plastique? Ah oui, vous avez vu, hein, j'en ai un petit peu parlé, des visières en plastique. Ces visières, elles sont spécifiquement faites pour éviter les projections de fluide corporel dans les yeux ou sur la zone du visage qui pourrait être touchée de manière indirecte et après mettre malheureusement vos mains sur les muqueuses du visage. Donc la visière, elle sert principalement à ça. Bien sûr, si on parle du risque, on va dire, des aérosols avec une charge virale importante dans l'atmosphère du lieu de travail, là, la visière, elle est complètement inutile parce que l'air passe sous la visière pour rejoindre votre nez ou votre bouche lors de votre respiration. Elle peut aussi éviter un certain nombre de postillons, mais il faut toujours calculer aussi et évaluer le coût et les conséquences, hein, donc le bénéfice-risque, parce que les visières, c'est pas anodin, il faut la mettre sur la tête, il y a un arceau, ça fait des zones de contact, des points chauds, ça peut favoriser la transpiration, avoir une difficulté respiratoire face à ces masques et modifier le centre de gravité de votre tête et donc avec un port continu, générer des troubles musculo-squelettiques, ce qui serait quand même dommage. Donc,
certes, les visières, elles sont utiles pour certaines catégories professionnelles, mais il ne faut pas croire d'être protégé ou très protégé vis-à-vis de ces visières. Est-ce qu'il faut imposer ou non de porter un masque en entreprise? Alors, bien sûr, les équipements de protection individuelle, hein, vous l'avez vu, elles font partie de l'arsenal de l'employeur, mais aussi des salariés, pour se protéger des risques. En temps normal, vous savez comment vous évaluez les risques et vous mettez des équipements de protection individuelle en adéquation finalement avec cette analyse de risque. Demain, Estelle va pouvoir vous parler du document unique et de la procédure d'actualisation. Ce n'est pas seulement une actualisation d'un document, c'est aussi une réflexion autour de l'analyse et finalement des mesures de prévention en priorisant le collectif pour après aller à la protection individuelle. Donc demain, si l'employeur, avec l'aide des salariés, dans le cadre d'un dialogue social, bien sûr apaisé pour évaluer l'ensemble finalement des circonstances de travail qui exposent au risque, vous décidez que les équipements de protection individuelle sont obligatoires, eh bien sûr, il y a là une injonction à les porter puisqu'ils servent à protéger d'un risque que l'employeur doit maîtriser. Donc oui, quand l'employeur décide qu'un équipement de protection individuelle est obligatoire, c'est sa responsabilité, il devient obligatoire. Alors, une question intéressante aussi sur le port des gants. Est-ce qu'il faut porter des gants? Parce qu'effectivement, ça évite de se toucher le visage. Mais à contrario, cela inciterait les porteurs de gants à moins se laver les mains. Donc, quels seraient vos conseils en la matière? Alors, là aussi, hein, vraiment faire l'évaluation des risques. Est-ce que le gant, en fait, vous pouvez vous croire protégé, mais en fait, le risque reste le même finalement, parce que sur la peau des mains, le virus ne traverse pas. Hein. Il faut vraiment que vous ayez finalement ce geste hein, d'aller toucher vos muqueuses des yeux, du nez ou de la bouche pour vous contaminer. Et ça, avec un gant, ce geste, il reste tout à fait faisable, vous voyez. Donc, c'est pas le fait d'avoir un gant qui va vous protéger finalement de la contamination indirecte. Par contre, le gant, il peut vous aider, par exemple, lorsque vous n'avez pas accès à du désinfectant, de l'eau savonneuse, des gels hydroalcooliques. Et là, ça peut vous permettre de conserver finalement une qualité d'hygiène des mains rigoureuse, sachant que il faudra faire attention au retrait, hein, comme je disais. Donc, le premier gant bien tiré sur la partie supérieure pour le retirer, et le deuxième gant, passer la main dessous hein, pour le retirer de cette façon-là. Ça, c'est les éléments importants. C'est pas si j'ai un gant et que je continue à toucher, ou si j'ai un gant et je touche autour de moi et je contamine finalement dans l'attente d'une autre personne qui n'aurait pas de gant et qui viendrait toucher une zone contaminée, là, le gant est contre-productif. Donc, il faut aussi là mesurer le coût, le bénéfice, le coût de ce type de protection. Autre question sur la durée de vie du virus, sur les différentes surfaces, par exemple sur le carton, sur les machines, sur le papier. Est-ce qu'on en sait un peu plus au jour d'aujourd'hui? C'est vrai que Nathalie Carré, ce matin, a parlé de ces informations. Vous savez, les études sur ce virus se font dans tous les laboratoires du monde. Hein. On a régulièrement des informations et il est clair, alors en termes, c'est pas à la minute près, mais on sait qu'il y a une résistance hein, sur différents types de matériel, si c'est inerte, si c'est par exemple du cuivre pour la monnaie ou des papiers pour les billets ou les documents et ou les poignées de porte. Donc en effet, le virus, hein, on le sait, il a un temps de vie qui peut aller de quelques heures sur les vêtements par exemple, d'où l'important de mettre des survêtements pour les personnes, par exemple, d'accompagnement ou d'aide à domicile qui doivent changer de zone de travail hein, et pour éviter de contaminer les bénéficiaires, de pouvoir mettre des survêtements. Parce que sur les habits, c'est en dizaines d'heures que le virus peut être vivant. Enfin, en tout cas, maintient une activité virale. Après, sur les poignées de porte, ça peut être aussi plusieurs heures, voire plusieurs jours. Sur des surfaces inertes type matière plastique, c'est aussi plusieurs jours. Donc, c'est important, pour le coup,
hein, comme on l'a dit ce matin, de désinfecter rigoureusement, hein, adopter des méthodes, des démarches d'hygiène strictes, mais aussi penser par exemple aux surfaces externes de filtration de vos masques, aux gants, qui peuvent là pour le coup aussi vous contaminer. Donc, pour répondre, oui, le virus dure et vous pouvez être contaminé de manière indirecte, hein, si par exemple quelqu'un tousse sur une poignée de porte ou un chariot de supermarché par exemple, hein, et qu'il n'y a pas eu une désinfection avant, eh bien vous pouvez le toucher, mais c'est pas là pour ça que vous allez être contaminé, hein. C'est bien sûr une des chaînes de contamination. Il faut bien sûr que la charge virale soit importante dans le fluide corporel et qu'après, avec ces mains contaminées, vous veniez toucher vos muqueuses. Donc, on voit qu'il y a quand même des facteurs de pondération avant la contamination et c'est pour ça que nous mettons en place des éléments d'information pour que vous puissiez finalement vous organiser pour que cette chaîne elle soit rompue le plus souvent possible pour éviter d'arriver à la contamination. Alors, on sait qu'en ce moment, les coiffeurs sont fermés, hein, nos adhérents coiffeurs sont fermés. Oui, oui. On a une question sur justement qu'est-ce que l'on préconise dans le domaine de la coiffure, sans doute pour leur reprise d'activité. Alors c'est vrai que c'est une question innovante parce que dans les principes généraux de prévention, ben, supprimer le risque, fermer l'activité des coiffeurs, ça satisfait un besoin, un enjeu, mais bien sûr, hein, dans la prévention des risques, on doit intégrer d'autres enjeux et les employeurs, les salariés le savent, l'enjeu économique, l'enjeu social, l'enjeu sociétal, l'enjeu d'avoir une tête bien, même si ma compagne a fait tous les efforts pour réussir cette coupe, l'expertise professionnelle, elle est importante hein, dans notre société et celle des coiffeurs aussi. Donc là, ce serait intéressant, avant de répondre comme ça, boule pour point, et peut-être mal répondre hein, dans l'analyse des risques, ce serait peut-être voir avec votre syndicat, par exemple la fédération des coiffeurs, ou en tout cas essayer de faire un groupe de discussion autour de la question du risque et des mesures de prévention adaptées. Il ne nous paraîtrait par exemple pas anormal de faire porter un masque d'hygiène aux clientes, mais comment coiffer autour des oreilles lorsqu'on a des élastiques? Donc, la question, elle est très pertinente, mais elle n'est pas simple. Après, il y a une question de la ventilation, parce qu'on voit que plus on reste longtemps dans une salle mal ventilée, plus la concentration des aérosols par la discussion, hein. Je dis pas que les gens qui vont dans les salons de coiffure sont très bavards, mais on sait que c'est un lieu où on parle beaucoup, on échange. Et donc là aussi, c'est une question liée à la ventilation des locaux. Comment on peut renouveler? On sait que c'est un facteur important en temps normal avec la concentration des produits utilisés dans la coiffure, hein, mais là, ça devient encore plus important, je serais tenté de dire comment on ventile le local pour éviter une augmentation de la concentration des particules liées à la discussion des clients dans un espace clos. J'espère que j'ai répondu, hein. C'est un peu des réponses de Normand, mais encore une fois, c'est pour vous motiver et vous mobiliser à faire une analyse des risques, hein, très clairement, essayer de trouver de l'information par rapport à votre cœur de métier, votre secteur d'activité. On sait que nous, on est en relation avec les branches professionnelles et on pourra faire remonter d'ailleurs à vos branches professionnelles, de l'artisanat, des métiers, ces préoccupations dans l'anticipation du déconfinement, parce que c'est important aussi d'anticiper finalement le futur. On sait qu'il y aura un après, heureusement, et il faut aussi se préparer par la mise en place de mesures adaptées. Alors, une autre question également, est-ce qu'il est conseillé de laver ces gants pays de protection pour les coupures? Comment les laver? Avec quoi? Et surtout, à quelle fréquence? Alors oui, voilà, alors là, ça c'est une question assez intéressante parce qu'on ne l'avait pas vraiment abordée, mais dans le monde du travail, les autres risques sont encore là, hein, bien sûr, les risques physiques, les risques chimiques, les risques liés à l'électricité, enfin, tous ces risques-là sont encore là. Ils peuvent même être exacerbés parce que l'organisation du travail que l'employeur, les salariés ont mis en place avant la pandémie de Covid-19, eh ben, cette organisation, elle peut être mise en défaut du fait de l'absence, la mise en télétravail, le mode dégradé ou en dysfonctionnement de l'entreprise. Et donc, les risques, on va dire, habituels sont toujours là, mais ils sont peut-être encore plus là. Donc, il faut redoubler de prudence. Et dans
la maîtrise des risques, il y a bien sûr les gants, par exemple contre le risque chimique, les gants contre le risque de coupure. Et ces gants, en fait, ils doivent être aussi considérés comme potentiellement contaminants dans la mise en place et le retrait. Par contre, là aussi, ces gants, ils vont assurer une forme d'étanchéité pour le virus, l'aérosol de fluide corporel. Et lorsque vous les retirez, là, vous pouvez après aussi vous laver les mains. C'est une mesure supplémentaire. Donc, les laver, par contre, là, ça peut poser un certain nombre de problèmes parce qu'on sait, par exemple, que les gants anti-coupure, ils perdent très rapidement leur efficacité normative. Là aussi, les gants sont étiquetés CE avec une norme adaptée et ces normes, elles ont été évaluées, enfin en tout cas définies pour un gant neuf, non lavé. Et si vous commencez à laver les gants, vous risquez de perdre leur qualité première. Alors, concernant les masques alternatifs, ceux qui sont présentés comme étant lavables, à quelle température faut-il les laver? Qu'est-ce qui est préconisé? Alors là aussi, on voit qu'il y a des procédures de nettoyage des vêtements dans les secteurs de soins et on parle de température de 60 degrés avec un détergent classique, enfin de la lessive, pendant au moins 12 minutes, enfin en tout cas une bonne dizaine de minutes. Ça, c'est bien sûr, il faut suivre l'actualité. Dans la norme AFNOR aussi, enfin le document, c'est pas tout à fait une norme, c'est pour ça que je me reprends. Vous avez aussi de l'information sur les méthodes de nettoyage de ces masques, on va dire, alternatifs réutilisables. En gros, c'est 60 degrés, une dizaine de minutes minimum. On sait que le virus est très sensible à la chaleur. Il suffit d'augmenter la chaleur de 40, 50 degrés, plutôt 50 degrés, pour voir une destruction rapide de ce virus. Donc, le nettoyage à 60 degrés de ces masques dits réutilisable est important. Est-ce que l'employeur peut rendre obligatoire le port des masques barrières dans le cas où les collaborateurs qui travaillent dans des bureaux ne se trouvent pas à une distance inférieure d'1 mètre, pour les collaborateurs qui partageraient par exemple leur bureau? Le masque d'hygiène obligatoire. Normalement, non. Parce que là, pour l'instant, les préconisations gouvernementales parlent de la distanciation sociale, c'est-à-dire donc le respect à minimum 1 mètre, on conseille plus 2 mètres, et bien sûr, les gestes barrières, donc éviter de se toucher, se serrer la main, tous ces éléments. Par contre, vous, si dans l'analyse de risque et donc avec l'employeur et les salariés partagés, et vous arrivez à finalement un diagnostic de votre risque qui dit que finalement dans le personnel dans ce bureau a des cas avérés dans leur entourage, que en fait il y a aussi des risques psychosociaux. On n'a pas abordé encore la question des risques psychosociaux, mais vous savez, on est dans un environnement anxiogène, les informations sont quand même lourdes d'un point de vue émotionnel, il y a une incertitude sur l'avenir, des craintes, des peurs. Donc, bien sûr, si par exemple la mise en place d'un masque dit barrière ou masque alternatif peut permettre aussi d'apaiser des relations sociales tendues du fait de cette crainte, parce qu'on n'avait jamais vu ça, de suspecter finalement de son collègue de travail d'être une personne contaminante. C'est complètement nouveau dans notre société d'avoir cette peur, de cette crainte, mais complètement légitime. Et aujourd'hui, finalement, par la discussion et de se mettre d'accord sur ces masques alternatifs, s'ils sont disponibles et changés régulièrement, c'est-à-dire nettoyés, mais aussi changés dans la journée, là, pourquoi pas, en effet, et si l'employeur le décrète, ça fait partie des obligations du salarié à respecter. Alors, 50% de nos salariés utilisent les transports en commun. Ils ont masque, gel en quantité suffisante, mais est-ce que les gants sont conseillés en plus? Dans le transport en commun? Oui. Là aussi, c'est les gants, c'est pas. Il vaut mieux une bonne hygiène des mains que finalement porter des gants. C'est ça la question. En fait, lorsque vous prenez les transports en commun,
Peut-être que vous pouvez, du fait que, par exemple, le bus, c'est un espace clos, avec une promiscuité, s'il se remplit. Aujourd'hui, on est dans un mode confinement, donc on voit heureusement une responsabilité individuelle et collective très forte, hein, avec très peu de gens dans les transports en commun, bien sûr maintenus pour les nécessités de continuité de service, mais on pourrait imaginer demain, hein, avoir beaucoup plus de monde, et là, dans ce cas-là, des masques systématiques collectifs seraient plus efficaces que des gants. Et lorsque vous descendez du bus, et avant d'arriver finalement soit chez vous ou soit au travail, avoir une procédure de nettoyage des mains. Alors, on a une question aussi concernant les cheveux. Alors, les cheveux féminins, est-ce qu'il faut les attacher ou non? Bien, là aussi, je dirais, tout dépend de votre activité et du risque que vous pouvez prendre. C'est vrai que dans le secteur sanitaire et social ou à la santé, à l'hôpital, si une personne est contaminée et que les cheveux sont longs, vous pouvez très bien avoir une charge virale, en tout cas des fluides corporels sur vos cheveux, et là en faire finalement des éléments contaminants. Donc en effet, une charlotte, hein, un filet qui limite finalement ce risque de contact accidentel sur des fluides corporels qui rendrait contaminant des cheveux longs, là ça a tout son sens. Dans l'entreprise, par exemple, je sais pas, dans le secteur logistique ou la maintenance industrielle ou peut-être nous, dans le service de santé au travail, par exemple, aujourd'hui, ma collègue Eva, que vous ne voyez pas là, mais elle a les cheveux longs, je me sens tout à fait en sécurité. Merci Laurent. On respecte la distanciation sociale, c'est déjà ça. On n'a pas d'autres questions. Peut-être peux-tu leur demander s'ils en ont d'autres. Oui, n'hésitez pas, pendant qu'on est toujours, on s'est dépassé un peu la limite, mais c'est intéressant, vos questions sont très pertinentes et de toute façon, si vous en avez d'autres qui vous reviennent à l'issue de ce webinaire, il sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube, pardon. Mais nous sommes aussi à votre disposition, hein, bien sûr, vos médecins du travail, l'équipe médicale, mais aussi tout le service de santé au travail. Monsieur Michaud, notre directeur, et toute l'équipe ont mis en place un numéro d'appel, hein, une cellule Covid-19 pour répondre à toutes les questions des employeurs, mais aussi des salariés que vous posez très légitimement. Nous avons aussi notre collègue Gisèle Perche, donc la cellule psychologique, hein, de prévention des risques psychosociaux, qui est là aussi pour vous écouter, pour évaluer finalement votre exposition au RPS. Et il y aura un webinaire sur ce sujet en fin de semaine. Et demain, vous pouvez dès aujourd'hui vous y inscrire. Où est-ce qu'on peut trouver des masques? Alors, bien sûr, vous avez suivi l'actualité, on sait qu'il y a une pénurie, hein, on voit des situations ubuesques de mise en compétition entre régions, tout ça. Nous, il ne s'agit pas de savoir, bien sûr, on aimerait aussi qu'il y en ait à disposition. Aujourd'hui, les masques, on va dire FFP2, les masques sont toujours mis à disposition de la santé, des personnels soignants, des aides à domicile, dans la mesure du possible. Et après, les masques alternatifs, on voit de plus en plus de gens, des entreprises qui faisaient, par exemple, dans la région chalonnaise, qui faisaient des chemises, qui sont mis à faire des masques. Donc, il y a des filières qui s'organisent, en tout cas pour les masques alternatifs. Mais ce que nous aussi, on aimerait, c'est qu'on ait une généralisation des masques et que les employeurs, les salariés qui évaluent leurs risques et qui définissent que c'est nécessaire puissent les mettre en place. Mais on espère que très rapidement, ça se mette en place et que la pénurie s'arrête. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions? Dans la région, chemise rigotier et tissage de charbon. Voilà, on vous mettra peut-être en titre indicatif des informations, par exemple les tissages de charnieux peuvent proposer des masques dits alternatifs. Il y a peut-être... C'est les chemises rigotiers aussi, vous voyez, mais c'est vrai que nous pouvons observer finalement une mobilisation du secteur économique, industriel, pour faire face finalement aux besoins d'équipements adaptés, et ça se met en place, et on espère très rapidement que tout le monde pourra se protéger à la hauteur de ses attentes. Écoutez, si vous n'avez plus de questions,
Il me reste à vous remercier pour votre présence, hein. Nous sommes encore 39 dans cette réunion. C'est vrai que c'est un outil puissant d'information et d'échange qui limite les déplacements, limite les interactions physiques, mais qui n'élude pas le contenu et l'intérêt des messages qu'on peut faire passer. Encore merci pour votre présence et vos interactions et à très bientôt sur les webinaires que l'on mettra en ligne. Une dernière question sur les masques faits maison, 3 couches. Peut-on les considérer comme alternatifs? Oui, voilà, les masques faits maison, c'est le même type que les masques dits alternatifs qui respectent quand même un certain nombre de qualités parce qu'il n'y a rien de pire que de se croire protégé avec un équipement en fait qui ne vous protège pas du tout. Donc là, ce serait quand même le comble. Donc faites quand même attention à ce que vous mettez sur le nez, mais vous voyez, il y a quand même de l'information qui circule pour que vous puissiez trouver les bons ingrédients pour fabriquer vos masques alternatifs. Merci à vous en tout cas et je souhaite, prenez soin de vous hein, et puis bon après-midi à vous. À très bientôt. Merci.